Bonjour et bienvenue à ce vidéo récapitulatif des changements amenés au système de Ondeval pour 2023. Ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, donc j'ai mis de la musique en background. Je vais espérer que ça va pas être trop fort et qu'on va bien m'entendre. Vous allez pogner avec moi pendant un petit bout. Je vais passer au travers de tous les changements qu'il y a eu. Par contre, je ne vais pas m'attarder à tous les détails. Je ne vais pas lire chaque ligne de texte. Ça serait beaucoup trop long. Je vais plutôt passer rapidement sur tous les grands changements et prendre un peu de temps pour vous expliquer pourquoi on a fait ces changements-là. C'était quoi qu'on voulait, c'était quoi notre but avec ce changement-là. Je vous encourage fortement à aller quand même sur le site dans la section documents et d'aller voir tous les changements qu'il y a eu au système. Ils sont surlignés en turquoise. Je vous rappelle que c'est très important que vous sachiez comment jouer votre personnage. C'est pas nécessaire de connaître tous les règlements par cœur. En fait, c'est pratiquement impossible, même moi je suis pas capable. C'est important par contre de savoir comment votre propre personnage fonctionne pendant le jeu. Donc, grosso modo, c'est quoi les changements qu'il y a eu en 2023 au système? Il y a eu beaucoup de changements de simplification du jeu et beaucoup moins de choses dans le système. Donc, le but c'était vraiment de rendre le jeu plus simple, rendre les combats plus jouables, parce qu'on avait un problème avec les combats qui étaient difficiles à suivre, difficiles à jouer. Euh, le- euh, un autre but c'était de rééquilibrer le jeu pour que ce soit plus juste entre les différentes classes et qu'il y ait plus d'équilibre entre les personnages bas niveau et haut niveau, parce qu'on considérait que c'était un problème à l'état que c'était. Certaines classes ne fonctionnaient pas, elles ont été réparées. Puis il y a beaucoup de systèmes de jeu qui étaient problématiques parce qu'ils n'encourageaient pas le jeu ou qui même nuisaient au jeu, qu'on a encore une fois réparé, changé. Et grosso modo, le système a été beaucoup allégé. On part de quand même loin, on va se le dire. On devait quand même un système assez munchkin, comme on aime appeler. C'est un système qui est satisfaisant à maîtriser, mais qui est quand même assez rigoureux et assez lourd. On l'a réduit un peu la lourdeur. Donc, ça devrait être plus facile pour tout le monde de suivre et plus facile pour tout le monde d'apprendre le jeu. Euh, Fait que ça ressemble à ça. Comme je disais, je vais passer rapidement, donc je ne vais pas passer au travers de tous les changements. Je vous invite encore une fois à aller le lire de votre côté. Donc, passons par les règlements. En 2023, bon, beaucoup de choses qui ont changé. Les choses que je veux prendre du temps pour vous parler avec vous, c'est les costumes. Donc, euh, on a eu des costumes qui étaient pas appropriés par le passé. Donc, maintenant, on va resserrer un petit peu la vis. Euh, on n'accepte plus les souliers de marque, les jeans, les chandails de marque. On vous demande d'avoir un costume qui correspond à la fantaisie médiévale fantastique. Si vous n'êtes pas en mesure de vous équiper, on peut toujours vous passer des morceaux de costume à la cabane pour un dépôt. Fait que c'est toujours une possibilité. Par contre, comme Sophie vous dirait, si vous voulez des conseils, vous pouvez lui demander, Sophie Gaudreau dans notre équipe, passez à une friperie. Puis pour vrai, pour vraiment pas cher, vous pouvez trouver du stock qui a vraiment de l'allure. Quand même assez facilement. Donc voilà pour ça. Ensuite, un autre truc que je veux parler, c'est les points de vie et les dégâts. Donc, comme que j'ai mentionné, les combats étaient problématiques à Ondeval, où est-ce que tout le monde crie des compétences, tout le monde crie des sorts de très loin, tout le monde crie leurs dégâts, il y a trop de sons, il y a trop de chaos. C'était très difficile de jouer correctement dans un combat. Donc, puis c'était difficile de compter ses points de vie parce que fallait faire beaucoup de mathématiques en temps réel. Donc, on voulait réduire ce problème-là. Puis la manière qu'on s'est pris, c'est que maintenant, les personnages, au lieu d'avoir entre 8 et 12 points de vie, vont avoir entre 4 et 6 points de vie. Et les gens, au lieu de causer des dégâts entre 1 et 3, qui peuvent monter jusqu'à 7, tout le monde va frapper maintenant de 1 dégât. Puis non seulement ça, tout le monde va frapper de 1 dégât avec leurs armes en corps à corps, mais maintenant, c'est plus nécessaire de crier 1 quand vous faites 1 dégât. Donc la majorité des coups, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Faites juste frapper quelqu'un, et la personne, c'est sa responsabilité de compter ses propres points de vie. Euh, ça devrait faire une grosse différence. Parce que, on va se le dire, auparavant, c'était possible d'avoir 30 points d'armure, 10 points de vie. Des gens qui frappent de 2, de 3, de 5, de 7.
tout en même temps, c'est honnêtement quasiment impossible à compter. La plupart du monde y allait au feeling. Euh, Pas qu'il y a quoi que ce soit de mauvais à propos d'y aller au feeling, c'est qu'on aimerait ça que ce soit possible de compter quand même. Donc, si vous avez 4 points de vie puis que les gens frappent de 1, c'est beaucoup plus facile à suivre qu'auparavant. Voilà, les points d'armure ont aussi été réduits. C'est pas juste les points de vie. Auparavant, comme je disais, on pouvait monter jusqu'à 40 points d'armure, je crois. Maintenant, c'est entre 0 et 8 points d'armure. Et la méthode pour compter les points d'armure a été simplifiée. Donc, vous irez voir l'annexe des points d'armure. Maintenant, ça marche par partie du corps, puis il faut couvrir au moins la moitié de la partie du corps pour avoir des points d'armure. Donc voilà. Dernier truc à propos des dégâts. Il n'y aura plus de manière d'augmenter ces dégâts de manière permanente. Donc auparavant, il y avait des gens qui pouvaient frapper à 6 ou 7 de dégâts à chaque coup, tout le temps, tout le combat. Maintenant, ça ne sera plus possible de monter au-dessus de 1. En fait, euh, toutes les buffs de dégâts que vous allez avoir vont toujours être temporaires. Donc ça va être sur 3 coups ou pendant un certain temps. Voilà. Fait que ça devrait réduire la différence entre les personnages niveau 1 et les personnages haut niveau. Parce qu'auparavant, on avait des situations où est-ce que quelqu'un avait 6 points de vie, puis il y avait un personnage haut niveau qui pouvait frapper de 7 sur tous les coups. C'est vraiment pas le fun parce que la personne niveau 1 a aucune chance. Puis on veut que tout le monde ait une chance de faire quelque chose. Voilà. Vitesse d'attaque. Auparavant, il y avait des chiffres exactement sur la quantité de coups que vous pouviez faire par seconde. La réalité, c'est que ça marchait pas. C'était pas respecté, puis c'était juste. Ça donnait pas un bon résultat. Le but qu'on cherche avec la vitesse d'attaque et de jouer sa douleur, c'est que les combats soient crédibles, théâtrales, puis que les deux côtés aient l'impression qu'ils ont eu une chance dans leur combat. Donc on veut des beaux combats qui sont le fun à regarder, qui sont le fun à jouer pour les deux parties. Pas de câlin, pas de je me colle sur toi puis je te stab dans le dos, pas de coups de mitraille. Quand vous frappez quelqu'un, essayez de frapper à un endroit différent à chaque fois que vous frappez. Des beaux combats, s'il vous plaît. Donc on se fie sur vous, on vous fait confiance là-dessus. Ensuite, les types de dégâts. Je vais skipper quelques affaires. Comme je disais, je ne vais pas passer sur tout. Euh, Peut-être celui-là par contre. Celui-là est important. Euh, Avant que je parle des types de dégâts. Les armes, maintenant, vont avoir un maximum de dégâts de 3. Donc, on le sait, il y a des gens qui sont super habiles et qui maîtrisent le système, qui sont capables d'obtenir 10 manières d'augmenter leurs dégâts. Maintenant, on ne pourra plus monter au-dessus de 3, à moins d'avoir amélioré son arme. Donc, même si vous avez 15 buffs, 10 sorts, 20 potions, puis 38 compétences qui augmentent vos dégâts, le maximum que vous pouvez faire, c'est 3. Ensuite, les types de dégâts. On a enlevé certains types de dégâts qui étaient honnêtement superflus. On les utilisait jamais ou ne seront plus nécessaires dans le nouveau système. C'est-à-dire, il n'y a plus de dégâts d'argent, puis il n'y a plus de dégâts passe-armure. Puis les dégâts éthérés ont été renommés spectral parce que ça fitait plus avec notre univers. Truc vraiment important, c'est que maintenant, les types de dégâts, il y en a 6, puis ils sont tous exclusifs, mutuellement exclusifs. Donc, si vous faites des dégâts physiques, vous ne pouvez pas faire des dégâts physiques magiques ou des dégâts physiques bénis. C'est un ou l'autre, puis ils sont différents. Donc voilà. C'est plus possible de combiner les types de dégâts. Ensuite, la manière d'améliorer ses armes a changé. On avait des problèmes auparavant où est-ce que les gens étaient confus sur ce que les améliorations faisaient. Il y avait des gens qui pensaient que ça augmentait vos dégâts. La vraie réponse c'était que ça augmentait votre dégât maximal, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ça. Puis le système se voulait créer de la variété, mais en réalité tout le monde faisait 4 aiguisages. Fait que ça c'était pas quelque chose qu'on voulait voir. Fait que le fonctionnement des améliorations des armes a été simplifié et modifié beaucoup. Donc vous irez relire tout ça. On va vous rembourser pour les gens qui avaient des armes améliorées. Vous viendrez nous voir avec c'était quoi votre. Puis vous nous direz c'est quoi l'amélioration que vous aviez sur votre arme. On va vous rembourser le coût en ressources que ça vous avait coûté. Comme ça, vous pouvez faire une décision éclairée sur les nouvelles améliorations que vous voulez faire. Truc nouveau sur le système d'amélioration d'armes, c'est que maintenant les armes en bois et les armes en métal fonctionnent différemment. C'est-à-dire les armes en bois ont moins de points d'amélioration, c'est-à-dire ils ont moins de potentiel. Par contre, les armes en bois peuvent obtenir des runes plus facilement. Donc,
une arme en bois pour avoir 2 runes, tandis qu'une arme en métal peut seulement en avoir une. Donc vous irez voir si ça vous intéresse, ou sinon vous pouvez demander à votre ami le forgeron qui va tout vous expliquer ça. Je skip un peu de choses pour passer à le prochain truc le plus intéressant, qui est le coma. Donc, auparavant on avait des problèmes avec le coma, parce qu'il y avait des règles super compliquées de projection astrale, puis de délai, puis d'ange gardien. Honnêtement, c'était beaucoup trop compliqué pour quelque chose qui arrive à tout le monde et qui se veut simple. Donc maintenant, on a un système beaucoup plus simple qui règle les problèmes qu'on voulait régler auparavant. Donc le problème qu'on voulait régler auparavant avec tout notre système compliqué, c'était qu'on voulait pas que les gens se fassent pitcher dans le bois, puis qu'ils restent dans le coma toute le GN dans le bois parce qu'ils voulaient pas mourir. C'est pas le fun pour personne. Donc, maintenant, comment que ça fonctionne? Si vous faites tomber à 0 point de vie, vous tombez dans le coma, vous oubliez les 15 dernières minutes, et si après 15 minutes, personne n'est en train de vous déplacer pour vous achever, vous pouvez vous relever avec un point de vie, par vous-même, tout seul, même si vous êtes dans le fin fond du bois tout seul. Par contre, en faisant ça, ça demande beaucoup à votre âme, qui répare votre corps, qui vous guérit, et ça vous fait perdre un point de vie pour le reste, un point de vie de base pour le reste de la journée. Puis cet effet-là est cumulable. Donc vous pourriez vous ramasser dans une situation où est-ce que vous êtes à un point de vie pour toute la journée. On ne peut pas descendre en bas de 1, évidemment. Voilà. Ça ressemble à ça. Pour les achèvements, ça fonctionne comme avant. Les gens doivent se faire traîner jusqu'à un cercle des achèvements, un endroit spécifique sur le terrain. Et ensuite, c'est possible de les achever. N'importe qui est au moins niveau 2 peut achever un autre personnage. Cependant, maintenant, c'est officialisé que quand que vous vous faites achever, vous allez à la cabane et vous allez avoir une rencontre avec le destin. Donc c'est un PNJ spécial, incarné par des scénaristes. Et il va vous parler. Puis maintenant, il y a une nouvelle addition qui est si vous seriez pour vous faire déliter votre personnage, donc si vous auriez une mort définitive, c'est possible de jaser avec le destin pour avoir une entente. À ce moment-là, votre personnage va comme rentrer en mode dernière chance, où est-ce que vous restez en vie, mais c'est pour des raisons narratives que vous restez en vie. Donc, vous devez finir votre histoire, finir votre arc pour avoir une fin satisfaisante, parce que vous allez avoir des gros malus, vous ne serez plus en mesure de vous battre, vous n'êtes plus là pour gagner, faire votre marque, vous êtes là pour finir votre histoire. Donc ça va être possible d'avoir une entente avec le destin. Cependant, si vous étiez pour pas respecter votre entente, ça va mal se passer. Je ne vais pas spoiler trop, mais ça va pas bien se passer. Autre gros changement sur les compétences et la magie. Maintenant, il va y avoir un délai minimum. Je ne vais pas l'appeler temps de recharge. Il va y avoir un délai minimum avant de pouvoir réutiliser une même compétence ou un même sort une deuxième fois. Ce que ça veut dire, si vous utilisez un sort, il faut attendre 1 minute avant de pouvoir réutiliser le même sort. Si vous utilisez une compétence, vous devez attendre 1 minute avant d'utiliser la même compétence. Donc, par exemple, je lance mon sort projectile magique. Je ne peux pas relancer un autre projectile magique avant 1 minute. Si j'intimide quelqu'un avec la capacité intimidation, il faut que j'attende 1 minute avant de le refaire. Ça fonctionne sur toutes les compétences qui ont des utilisations, donc des charges d'utilisation. Ça compte par exemple les esquives ou volonté de faire. Donc si vous résistez à un effet de contrôle mental ou vous évitez un coup, vous ne pouvez pas le refaire avant 1 minute. Ceci dit, les compétences de noms différents puis les sorts de noms différents, ça on peut les enchaîner un après l'autre, il n'y a pas de problème. Fait que je pourrais esquiver, ensuite faire une fuite, il n'y a pas de problème. Je peux juste pas faire 2 fuites de suite ou 2 esquives de suite. Le but de ça, c'est de réduire le spam. On avait beaucoup de gens qui... Parce que la stratégie dominante, très souvent, c'était de prendre une compétence ou un sort spécifique puis de le faire continuellement. Continuellement, toujours la même chose. On trouve ça poche parce que premièrement, ça causait des problèmes parce que les gens parlaient vraiment vite pour pouvoir faire leurs compétences ou leurs sorts plus de fois de suite. Puis ça faisait que les gens comprenaient pas ce qu'ils disaient.
Ça causait de la confusion, c'était pas le fun. Puis l'autre problème, c'était, je suis en train de l'oublier, ça faisait que les personnages étaient moins variés. Les gens allaient souvent chercher juste une compétence ou un sort, puis ils faisaient juste ça. Nous, on veut que les gens vous essayiez beaucoup de choses, qu'ils aient du plaisir. Fait que c'est une manière pour nous de faire varier vos stratégies. Voilà. Petit truc que je vais rapidement mentionner, les points d'esprit. Auparavant, il y avait des points de mana et il y avait des points de foi, qui étaient essentiellement la même chose, mais pour des classes différentes. Ça a été simplifié. Maintenant, il y a un système de ressources pour lancer des sorts. C'est les points d'esprit. En plus de ça, maintenant, il n'y a plus de points de mana, il n'y a plus de points de foi, il y a juste des points d'esprit. C'est ce qui est utilisé pour faire lancer des sorts. Tout le monde a des points d'esprit de base. Donc, tout le monde a 3 points d'esprit de base. Même si vous n'êtes pas un utilisateur, vous en avez. Ce que ça sert, c'est participer à des rituels ou utiliser des objets magiques. Donc, n'importe qui peut avoir des objets magiques, n'importe qui peut participer à un rituel. Par contre, vous allez devoir contribuer des points d'esprit pour faire ça. Je passe rapidement sur le reste parce qu'on va en reparler plus tard. Un truc que je veux parler tout de suite, par contre, c'est les villages, les attaques de villages. Donc, il y avait un problème avec les attaques de villages. Il y a une attaque, il y a des plages, 2 plages à chaque GN, 2 heures puis 20 heures, où est-ce que, le 9 heures le lendemain des 24 heures, où est-ce que on pouvait attaquer des villages puis essayer de les conquérir. Le problème, c'est que on avait beaucoup de gens qui rassemblaient leur groupe puis qui allaient à leur village juste pour attendre au cas où que quelqu'un les attaque. Ce qui faisait que il y avait comme pas de jeu à ce moment-là. Pendant ces plages d'horreur, ces plages-là, il y avait comme pas de jeu, les quêtes étaient stallées, les gens se parlaient pas, tout le monde était à leur village en train d'attendre. On trouve ça poche, fait que maintenant il va falloir prévenir à l'avance quand que vous voulez attaquer un village. Donc vous allez nous avertir à l'inscription, ou même avant le GN, pour l'attaque de 14h, puis au souper pour l'attaque de 20h. Ensuite, les chefs de guilde vont pouvoir venir nous voir, puis ils vont pouvoir demander est-ce que quelqu'un va attaquer mon village, oui ou non. Si on leur dit non, vous êtes safe, vous n'avez pas besoin d'avoir peur que quelqu'un attaque votre village, donc vous n'avez pas à perdre 15 minutes à votre village à rien faire. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Voilà, donc on voulait un système qui nous permettait de pas créer de situation plate où il n'y a pas de jeu en fait. Rapidement, les bâtiments ont changé. Ils ont été beaucoup simplifiés. Ils ont été modifiés parce qu'il y en avait qui ne fitaient plus avec le système. Puis il y en avait qui causaient des problèmes de jeu. Je ne vais pas passer au travers de la liste au complet, mais ceux qui étaient au GN8 2022, vous vous souviendrez du problème. Fait qu'on voulait simplifier les effets puis les rendre plus agréables. Puis il y a un autre problème aussi avec les villages, c'est que les bâtiments était essentiellement une boucle infinie de puissance, où est-ce que les groupes les plus puissants se prenaient un village, se construisaient des bâtiments qui leur donnaient plus de ressources, donc ça les rendait plus puissants, donc ils pouvaient se faire plus de bâtiments, donc ils étaient plus puissants. Puis les gens qui n'avaient pas de village, ben, ils étaient juste pénalisés. Puis c'était quand même un problème, où est-ce qu'il y avait une grosse différence entre quelqu'un dans un village puis quelqu'un qui n'avait pas de village. Maintenant, les bâtiments donne plus des effets. Oui, il y en a quelques-uns qui donnent des effets qui sont bénéfiques pour vous au niveau puissance, mais ça va surtout être quand vous êtes dans votre village, pas à l'extérieur. Puis la plupart des bâtiments maintenant donnent des effets roleplay. Donc ça va vous donner des liens politiques, accès à un marchand, accès à une école de magie pour obtenir des parchemins magiques. C'est plus des trucs roleplay qui vont encourager le jeu puis faire plus d'interaction entre les joueurs plutôt que juste vous rendre plus fort. Qui est pas autant intéressant. Fait que ça fait le tour je vais pas passer plus de temps dans les règlements. Vous pouvez lire les autres plus petits changements. Je vais passer maintenant à les compétences. Ah non, en fait, quelques petits trucs encore que je veux mentionner rapidement dans les règlements, excusez. L'écho. Donc, auparavant, on appelait la deuxième dimension la dimension alternative. Maintenant, moi, je la renommée l'écho. Okay? Ça va être plus facile, ça va être moins long à dire à chaque fois. C'est l'écho. Fait que quand les priants d'Ertenos passent dans une autre dimension, c'est l'écho. Les gens qui font une fuite, passent dans l'écho. Fait que le point dans les airs, ça veut dire vous êtes dans l'écho. Voilà.
Autre petit truc, les malédictions ont été renommées afflictions. La raison c'est que malédiction ça sonne uniquement méchant, mais c'est possible pour des gens gentils d'utiliser ces effets-là. Donc on les a renommés afflictions. Par exemple, amour ciblé. C'est souvent des dieux du bien qui utilisent ça. C'est pas une malédiction en tant que telle, c'est une affliction. Ça a été super simplifié, les effets ont été changés pour la plupart et ont été simplifiés puis standardisés. Puis maintenant, il y a juste deux niveaux. C'est quelque chose que vous allez remarquer dans le système à la grandeur. Il y a très rarement maintenant des paliers de niveau. C'est des sorts niveau 1, des sorts niveau 2, des sorts niveau 3, des potions niveau 2, des malédictions niveau 3. Maintenant, c'est rendu très binaire, très simple. C'est souvent base maître ou mineur majeur. C'est petit grand. C'est très simplifié. Ça permet une simplification du système, puis ça permet aussi d'en parler en jeu d'une manière roleplay décorum qui est pas poche. Tu sais, dire ah, j'ai été empoisonné par un poison niveau 3. Dire ça en jeu, c'est poche, tandis que dire c'était un poison de base, c'est quelque chose qu'on peut dire, puis ça sonne pas trop bizarre comparé à niveau 3. Voilà. Donc, je vous encourage à relire les afflictions. Et finalement, les effets de contrôle. On en a beaucoup, on les aime, dépendant de si vous les recevez ou si vous les donnez. On les a simplifiés. Plusieurs des effets ont été très simplifiés. Par exemple, le texte de ralentissement s'est rendu juste vous ne pouvez pas courir. T'sais, avant, il y avait plein de détails, de vitesse, de mètres par seconde, puis de très simple. Simplifié au maximum. Puis on a enlevé une certaine quantité d'effets. Donc on est passé, je pense, de 30 à 23. Donc ça devrait être plus facile à gérer encore une fois. Un changement qui est quand même notable dans les effets de contrôle, c'est que l'effet de peur a été changé le plus. Auparavant, il y avait des peurs, puis il y avait des niveaux de morale. Il y avait des peurs morales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une fois, ça faisait crier des chiffres aux gens. En combat, c'était compliqué. Le système était lourd parce qu'il y avait beaucoup de chiffres, puis les gens n'étaient pas sûrs de comment est-ce que les morales 2 puis les morales 3 stackaient. Ils stackaient-tu? Non, ils stackaient pas. C'était compliqué. Maintenant, soit vous avez peur, ou vous avez pas peur. C'est très binaire. C'est oui ou non. Pas de morale 15, 3, 4, 18. Et l'effet de peur maintenant, c'est vous devez rester à 5 mètres de la personne et vous pouvez pas l'attaquer. Plutôt que juste crier au bout de vos poumons puis partir à la course dans le fin fond du bois. C'est plus rendu comme une espèce de peur plus gérable, on va dire. Plus jouable. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Je vais maintenant passer aux compétences. On va y arriver. Donc, compétences. Le truc le plus important à savoir à propos des compétences, c'est que maintenant, vous n'êtes plus obligé d'être du même niveau que le coût de la compétence pour pouvoir acheter la compétence. Donc, auparavant, si je voulais endurance magique, une compétence qui coûte 5 points de compétence, il fallait que je sois au moins niveau 5. C'était une règle qu'il y avait dans le système. Si je voulais endurance du corps qui coûte 3, il fallait au moins que je sois niveau 3. Mais on commence avec 5 points de compétence. Donc, j'avais 5 points de compétence au niveau 1. Si je veux acheter endurance magique, je devrais pouvoir, mais je pouvais pas. La raison derrière cette règle-là était très 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 ancienne. C'était pour un vieux problème qu'on a pu depuis longtemps. Puis on s'en est débarrassé. Fait que maintenant, vous allez pouvoir acheter n'importe quelle compétence tant que vous avez assez de points de compétence. Ça devrait beaucoup permettre de nouvelles possibilités, ce qui va être très intéressant. Puis un truc super important qui est vraiment important, surtout pour moi, c'est que il n'y aura plus de stratégie où est-ce que quelqu'un n'utilise aucun de ses points de compétence au niveau 1, 2, 3 parce qu'il veut juste acheter des compétences qui coûtent 4 puis 5. Fait que, il n'y aura plus de situation où est-ce que vous passez vos 3 premiers niveaux à être vraiment poche, pas utiliser vos points de compétence juste pour attendre le bon moment. Ça, c'était super pas le fun, puis j'aimais pas ça voir ça. Et un autre truc super important que j'aime beaucoup, c'est que directement au niveau 1, vous allez pouvoir commencer à faire ce que vous voulez que votre personnage fasse. Souvent, on se fait une idée dans notre tête en lisant le système. Ah, moi, j'aimerais vraiment ça, un personnage guerrier qui a tout plein de points de vie puis qui se bat aveuglément. Mais là, il fallait que tu attendes au niveau 3 pour commencer à faire ça. Au niveau 1 puis 2, tu n'étais pas ce que tu voulais devenir. Mais là, direct au niveau 1, tu peux déjà commencer à devenir ce que tu veux devenir. La fantaisie que tu as dans ta tête,
le personnage cool que tu as dans ta tête, tu peux déjà commencer à le devenir. Puis ça, je trouve ça super important. Fait que voilà. Donc, comme j'ai dit tantôt, les compétences, maintenant, il y a un délai minimum de 1 minute pour réutiliser la même compétence à nouveau quand il y a eu des utilisations. Vous pouvez les reconnaître quand il est écrit utilisation. Autre truc important, il n'y a plus la compétence utilisation d'armes, utilisation d'armure et utilisation de bouclier. Maintenant, si vous arrivez au GN, vous pouvez prendre n'importe quelle arme, n'importe quel bouclier, sauf s'il est trop grand, puis n'importe quelle armure, puis vous pouvez la porter, puis les utiliser direct en startant. Pas besoin de utiliser vos points de compétence rien que pour porter votre équipement. On considère que c'est déjà assez un désavantage de porter une armure. C'est lourd, on a chaud, ça limite votre mobilité. Vous gagnez des points d'armure en échange de tous ces malus-là. Fait qu'on n'a pas besoin de vous faire payer des points de compétence en plus. Ça faisait des situations où des fois des gens avaient une armure super belle, une belle grande épée à 2 mains, puis ils pouvaient pas porter leur armure ou ils pouvaient pas utiliser leur belle arme parce qu'il n'y avait pas assez de points de compétence au niveau 1. Puis ça, on veut jamais ça. On veut pas que ça arrive. Donc voilà, cherchez pas ces compétences-là. Elles n'existent plus. Tout le monde peut utiliser n'importe quelle arme en startant, même si vous n'avez pas la compétence, il n'y en a plus. Donc, prochain truc, les effets des compétences ont été ajustés. Je les ai pas mis en turquoise parce que honnêtement, je pense qu'ils auraient tout été en turquoise. La plupart des compétences ont changé un peu. Certaines beaucoup, la plupart juste un tout petit peu. Pour fitter avec notre nouveau système standardisé, que je vais parler un peu plus tard durant la section magie. Donc voilà, je vous encourage à relire toutes vos compétences. Il y avait des compétences qui faisaient des effets de sort, ça n'existe plus. Fait que, avant, on avait des problèmes de je résiste au sort, ok, mais je t'ai fait un effet magique, mais c'était pas un sort, c'était une compétence. Fait que tu peux pas résister. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de ce problème-là. Les compétences font plus de magie. Si vous, la magie, c'est des sorts magiques, puis les compétences, c'est des compétences. Il ne devrait plus y avoir de problème là-dessus. Voilà. Je ne vais pas passer au travers de toutes les compétences, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup trop. Puis il y en a plusieurs qui ont changé, comme j'ai dit. Par contre, il y en a deux en particulier que je veux mentionner, qui sont deux compétences très importantes, qui sont action libre et volonté de faire. Ces deux compétences-là permettent de résister à des effets de contrôle. Il y a beaucoup d'effets de contrôle à Ondeval, puis c'est très commun de vouloir y résister. C'est tannant de perdre le contrôle de son personnage. Et c'est important de savoir comment que ces compétences-là fonctionnent. Donc, vous pouvez acheter cette compétence, mettons volonté de faire, vous pouvez l'acheter 3 fois. Quand vous achetez la compétence volonté de faire, ça vous permet de résister à un effet de contrôle mental. Par contre, pas tous les effets de contrôle mental. Il faut que vous choisissiez lesquels que vous êtes capable de résister. Donc, c'est important de s'informer sur c'est qui mes ennemis, c'est qui j'ai peur, c'est quoi que je veux vraiment pas qui m'arrive. Puis vous sélectionnez ces effets-là pour y résister. Par exemple, moi, je veux vraiment pas que mon personnage puisse pas se battre, puisse pas se faire désarmer, par exemple. Fait que je veux pas qu'il se fasse faire un effet de pacification, ni un effet d'hypnotisme. Ben, j'achète volonté de faire niveau 1. Je choisis 2 effets de contrôle mental, pacification et hypnotisme. Puis maintenant, je peux résister à ces effets-là. Les autres, je peux pas résister, mais ceux-là, je peux. Puis à chaque niveau que j'achète de la compétence, j'ai une utilisation de plus. Fait que je pourrais résister à au total 3 effets de pacification. Par contre, il faut qu'il se soit passé 1 minute entre chaque fois. Parce que c'est une compétence à utilisation, donc il y a un délai minimum de 1 minute. Comme toutes les autres compétences. Voilà, c'est assez pour les compétences, on n'en parle plus. Next, les races. Oh oui. On a passé de 8 races à 10. Donc on a 2 nouvelles races. Je vais tout de suite skipper pour y aller. Malheureusement, on n'a pas de magnifique dessin. Je vais fermer mon zoom. Bon. On n'a pas de magnifique dessin encore pour les données. Notre incroyable Sophie va être sur le dossier probablement l'année prochaine ou peut-être l'autre d'après. Ça va être super beau. Mais pour le moment, imaginez-vous ce que je vous dis. Les données, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle race. Pour ceux qui étaient là en 2022, c'est une nouvelle race qui ressemble un peu à ce que les joueurs du culte de Scylla étaient. Donc c'est des gens qui ont l'apparence de morts-vivants. Des gens qui disent venir de l'enfer. D'autres qui disent venir de sous la mer.
puis d'autres qui disent avoir vécu un événement catastrophique. Puis maintenant, ils sont comme dans un état entre la vie et la mort, où est-ce qu'ils sont vivants, mais soit ils sont tenus vivants par une espèce d'énergie mystérieuse, ou autre chose. C'est des gens qui n'ont pas besoin de manger ni boire, mais qui font tout le reste comme le reste des êtres vivants. Ils peuvent manger, ils peuvent boire, mais ils ne sont pas obligés. Donc c'est un peu spécial comme race. C'est pas des morts vivants, mais c'est à l'apparence de morts vivants. Donc des gens qui ont l'air d'être en décomposition ou qui ont l'air très malades. Donc, ça va être super intéressant de voir ce que vous faites avec ça. On compte explorer les données beaucoup cette saison-ci. Et ensuite, la deuxième nouvelle race, ce sont les élevés. Donc, les élevés, pour ceux qui ont joué à Donjons et Dragons, c'est un peu le même concept que les Aasimars ou les Tieflings. C'est-à-dire, c'est comme des êtres à moitié divins, où est-ce qu'ils ont un peu de sang divin ou autre chose, un lien particulier avec le divin en tout cas. C'est comme des demi-anges ou des demi-démons. Donc on vous encourage, si vous voulez jouer un élevé, à avoir un costume qui est très religieux, en rapport avec une divinité en particulier, et qui ont des traits qui ressemblent à des anges ou des démons. Donc des dessins magiques, des cornes, des ailes, des yeux colorés, une peau brillante, des peaux en lambeaux, la peau en lambeaux. Voilà. Donc encore une fois, ça va être une race qui va être intéressante à explorer. C'était quelque chose que, honnêtement, c'est comme si on l'avait déjà depuis longtemps, c'est juste qu'on n'avait pas de nom pour en parler. Euh, des gens qui ont l'air à moitié d'être un démon, à moitié d'être un ange, on en avait déjà plusieurs. Sauf que maintenant, on l'a officiellement dans le système. Voilà. Ensuite, les elfes, auparavant les drôs ou les elfes noirs, on les a renommés pour fitter beaucoup plus avec comment ils fonctionnent dans notre univers. C'est maintenant les elfes déchus, ou simplement les déchus. Si ça vous tente pas de dire elfe déchu à chaque fois, c'est un peu plus long. Puis, peut-être que ça va faire des vagues, peu importe. On pourra en parler, ceux qui veulent en parler après la vidéo. On n'encourage pas à avoir la peau noire foncée quand que vous jouez des elfes déchus. On vous encourage à utiliser soit du bleu foncé, du violet foncé ou du gris pâle. On peut même, jasez-nous, écrivez-nous, on peut s'arranger. On essaye juste de s'éloigner un peu, le plus possible en fait, du blackface. Mais c'est pas rien que ça, c'est aussi pour des raisons canon dans le lore que ça fonctionne comme ça. Donc voilà. Les hommes bêtes ont aussi été renommés demi-animaux pour refléter leurs origines. Ou est-ce que c'est parfois un animal qui est devenu un peu plus humain. Puis des fois, c'est plus un humain qui est devenu animal. Donc c'est plus un demi-animal. Puis c'est plus... ça ouvre plus de possibilités, puis ça fitait juste plus avec la race. Donc voilà, c'est le nouveau nom, les demi-animaux. Et voilà, ça récapitule les changements. Grosso modo, les changements de nom. Puis globalement, les bonus et les malus des races ont été tous revus pour être rééquilibrés. Ils sont maintenant plus ou moins plus égaux. Il y en a qui vont probablement être un petit peu meilleurs que d'autres, évidemment, mais le but, c'est qu'ils soient pas mal similaires. Donc, tous les bonus donnent environ l'équivalent de 4 ou 5 points de compétence. Certains ont un malus quand ils en donnent 5. Et c'est ça. Fait que grosso modo, c'est un petit peu plus équilibré. Le seul qui n'a pas 4 points de compétence, c'est l'humain parce qu'il peut utiliser ses points de compétence sur n'importe quoi. C'est pas prédéfini. Que voilà, les bonus ont été revus. Certaines races ont des malus. Les traits raciaux ont été mieux définis pour toutes les races. Donc, on vous encourage à aller revoir vos traits raciaux pour jouer la race. Certaines races étaient très vagues, on les a mieux définies. Il y en a certains qui étaient un petit peu légers, on a ajouté plus de stock, ou on a ouvert plus de possibilités. Tu sais, par exemple, les gobelins auparavant c'était, si je me souviens bien, c'était écrit qu'il fallait toujours qu'ils soient rouges. On a toujours eu des gobelins jaunes, des gobelins verts. Il y en a plusieurs couleurs. C'est possible de jouer toutes sortes de gobelins. Fait que voilà. On vous encourage à aller voir le trait racial de votre race pour être sûr de jouer de quoi qui est cool puis qui fit avec comment c'est censé fonctionner. Voilà.
Ensuite, parlons des classes. Donc, les classes, certaines classes qui ont changé de nom, certaines classes qui ont été beaucoup changées leur fonctionnement, donc pas juste le nom, le fonctionnement aussi. Il y a eu des nouvelles sous-classes qui ont changé ou qui ont été renommées. Puis les compétences de départ et les bonus de profil ont été modifiés pour presque toutes les classes. Euh, donc, commençons par les changements de nom. L'espion est maintenant nommé le bandit. La raison est que si on regardait, le nom espion était très cool. Le problème, c'est que si on regardait les compétences de l'ancien espion, il n'y avait absolument rien qui l'encourageait à espionner ou qui l'aidait à espionner. C'était donc effectivement pas un espion. À vrai dire, les meilleurs espions, c'est probablement les utilisateurs, si on est honnête. Euh, fait on a regardé les compétences du bandit, puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des pas fins qui poignardent les gens dans le dos et qui font du crime pour des sommes d'argent. C'est donc des bandits. Voilà, c'est le nouveau nom. Ensuite, le champion, qui était auparavant le paladin. Paladin fitait pas très bien avec les dieux du mal. Donc, dire un paladin de Palantis, évidemment, ça marche. Paladin d'Ertenos, ça sonne un peu bizarre. Paladin de Masque, ça marche pas tant bien. Champion correspond beaucoup mieux à l'identité de la classe, ou est-ce que c'est un combattant divin? C'est un champion de sa divinité. Voilà. Puis il y avait aussi le fait que Paladin avait comme des origines un peu douteuses, où est-ce que ça avait rapport à une croisade un peu xénophobe. On voulait s'éloigner un peu de ça, puis en même temps avoir un nom qui est plus cool, puis qui fit mieux avec l'identité de la classe. Fait que c'est champion. Ceci dit, vous pouvez toujours continuer d'appeler le bandit espion. Vous pouvez continuer d'appeler le champion paladin. Ça nous dérange pas tant. Euh, on est pogné dans nos habitudes. Ça se peut que même moi-même je dise paladin par accident parfois. C'est pas vraiment un problème. Euh, c'est juste qu'on va utiliser les deux, puis éventuellement, au fur et à mesure du temps, l'ancien nom va disparaître, le nouveau nom va prendre le dessus. Voilà. C'est pas très grave. Donc, les classes qui ont changé beaucoup le fonctionnement, c'est les trois artisans. Donc, le copiste, le forgeron et le laborantin. Ces classes-là avaient beaucoup de problèmes. On va commencer par le copiste. Le copiste était essentiellement un turbo imposteur. C'est comme un furtif sur l'adrénaline. La plupart des gens qui jouaient des copistes, en vrai, c'était pas des gens qui passaient du temps dans leurs papiers, c'était pas des gens qui avaient des relations politiques ou qui marchandaient, c'était des gens qui euh, étaient comme une espèce de jack of all trades où est-ce qu'il était un peu de toutes les classes puis il était super efficace en combat. C'était super étrange, ça fitait vraiment pas avec l'identité de la classe. Donc, toutes ces compétences-là de voler des compétences aux autres classes, tout ça, ça a été déplacé vers une autre classe qui correspond beaucoup mieux à cette identité-là, c'est-à-dire le filou, qui est censé être la personne qui imite et qui vole des autres. Et le copiste est maintenant une nouvelle classe à part entière avec sa propre identité, qui est vraiment basée sur l'influence politique, le fait d'assembler de l'information, de ramasser de l'information exclusive, puis de pouvoir ajouter de l'information aux bibliothèques d'informations qu'il y a dans le jeu. Euh, voilà, fait qu'on espère que vous allez aimer le nouveau copiste. Pour vrai, honnêtement, j'ai très hâte parce que c'est une classe qui est très différente des autres. La plupart des autres classes sont surtout concentrées sur les combats puis un petit peu le roleplay. Celui-là, c'est vraiment l'inverse où est-ce qu'il est très fort en roleplay puis très faible en combat. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, le forgeron. Plutôt que d'avoir... désolé, le son est un petit peu fort. Ok. Plutôt d'avoir les améliorations d'armes éparpillées parmi les trois artisans, maintenant ça va être vraiment le forgeron qui va être la classe qui fait toutes les améliorations. Le problème qu'on avait avec le forgeron auparavant, c'est que il y avait très peu de compétences de forgeron, puis une fois qu'on avait acheté nos compétences Forge 1, 2, 3, 4, 5, il n'y avait plus de raison de rester forgeron. C'était un peu poche. Maintenant, il y a plus de compétences pour le forgeron. Toutes les améliorations d'armes sont maintenant au forgeron. Puis ça va coûter cher d'avoir toutes les améliorations. Fait que ça se peut que vous ayez à choisir, faire des choix. Puis on a sédimenté un peu plus que le fait que le forgeron est un artisan demi-combattant. Donc
Le copiste, c'est plus 100% politique. Laborantin, on va en parler un peu plus tard, c'est plus un semi-soigneur. Maintenant, le forgeron, c'est plus l'artisan semi-combattant. Donc ça, c'est plus officiel. Fait qu'on l'a donné des compétences qui l'aident un peu en combat. Euh, voilà. Et ensuite, le laborantin, cette classe-là avait beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'elle était pratiquement injouable si le joueur était pas riche. Donc, toutes les potions euh, coûtaient des ressources, puis coûtaient cher de ressources. Donc, quelqu'un qui avait pas de ressources ne pouvait effectivement pas jouer sa classe. C'est un problème, on s'entend. Donc, le fonctionnement des potions a été revu. Maintenant, c'est possible de faire des potions sans payer de ressources, donc gratuitement en tant que tel, avec un système d'ingrédients, qui est comme une espèce de système unique au laborantin. Puis que ça, qui est cool, ils vont pouvoir faire des potions gratuitement, ils vont pouvoir jouer leur classe sans même être riches. Puis aussi le fait que maintenant, le laborantin est, comme je disais, rendu comme non officiellement la classe soigneur. Il y a même une nouvelle sous-classe qui s'appelle le médecin de combat qui vient améliorer ses capacités de soins. Mais c'est ça, le laborantin, quand il n'est pas en train de faire des potions, il est en train de faire autre chose, c'est-à-dire il est en train de regarder l'état de santé des gens, il est en train de les soigner, de les traiter. Donc voilà, il fait pas juste des potions, il fait des potions et soigner. Fait que ça va faire plus une classe beaucoup plus intéressante à jouer, on l'espère. Ensuite, je vais parler de certaines nouvelles sous-classes. Je ne vais pas en parler très longtemps. Le philosophe, c'est une nouvelle sous-classe du copiste. Quelqu'un qui fait des speeches inspirants. Le médecin de combat, comme j'ai parlé, qui améliore plus le côté soin du laborantin, tandis que l'alchimiste, c'est le côté potion. Le runiste, qui était auparavant une sous-classe de copiste, est maintenant une sous-classe de forgeron. Et finalement, le philo a une nouvelle sous-classe qui s'appelle le faussaire. Auparavant, la sous-classe qui était ici était non existante. J'ai jamais vu qui que ce soit jouer cette sous-classe-là parce que le fonctionnement était très nébuleux et pas tant hot. Maintenant, le faussaire, c'est ce que l'ancien copiste était. C'est-à-dire quelqu'un qui abuse des livres interdits, les livres secrets, puis qui vole des compétences à toutes les autres classes. Fait qu'il devient comme une espèce de super imposteur où est-ce qu'il peut faire de la magie, il peut un peu forger, il peut faire un peu de potion, il peut faire un peu de compétences de filou, il peut faire un peu de tout. C'est pas un maître dans quoi que ce soit, mais il peut faire un peu de tout, fait qu'il est très versatile. Fait que pour ceux qui jouaient les anciens copistes puis qui avaient vraiment aimé ça, le concept des livres interdits puis de jouer toutes les classes un peu en même temps, voilà la sous-classe pour vous. Jouer un filou puis devenir un faussaire. Finalement, pour les classes, dernier truc que je veux mentionner, c'est les mages, les utilisateurs, c'est-à-dire donc le mage, le prêtre et le chaman, et par le fait même un petit peu le champion aussi. Le fonctionnement de la magie a été repensé. Je vais en parler plus longtemps pendant la section magie, mais je vais en parler tout de suite aussi un peu. Auparavant, le mage avait une liste de 25 sorts prédéfinis. C'était toujours ces 25 sorts-là, puis c'était impossible d'apprendre d'autres sorts. Le chaman avait sa propre liste de 25 sorts prédéfinis juste pour le chaman, rien d'autre. Et les prêtres, dépendant de leur dieu, avaient une liste prédéfinie de sorts, encore une fois. Je trouve ça dommage pour plusieurs raisons. Premièrement, c'était poche parce que tous les personnages mages se ressemblaient, tous les personnages chamans se ressemblaient, puis tous les personnages prêtres du même dieu se ressemblaient. Ça, c'est pas le fun. On aime ça que vous ayez de la liberté, que vous puissiez faire votre personnage à votre façon, à votre sauce. Vous ayez plus d'options intéressantes. Donc, on voulait faire ça premièrement. Puis, deuxièmement, il y avait beaucoup de sorts de différentes listes qui se ressemblaient, mais qui n'étaient pas pareils. Puis, c'était super mélangeant pour les effets, pour se rappeler de c'est quoi que les sorts font. Donc, maintenant, plutôt qu'avoir une liste prédéfinie pour la classe, tous les sorts magiques sont maintenant dans des écoles magiques. Que toutes les classes d'utilisateurs ainsi que le champion peuvent accéder, à quelques exceptions près. Donc, un mage pourrait maintenant soigner, et un mage pourrait maintenant relever des morts vivants. Ça s'appelle plus des morts vivants, mais on en reparlera plus tard.
même si c'est un mage. Par contre, certaines classes vont avoir plus d'affinité pour certains types de magie. Donc le mage, il y a certaines écoles qui lui sont favorisées, donc qui lui coûtent moins cher à apprendre, puis des écoles qui lui sont défavorisées. Donc s'il essaie de les apprendre, il peut, mais ça va coûter plus cher. Et la même chose est vraie pour les prêtres, dépendant de leur dieu, et des chamans. Donc voilà, donc tout est possible maintenant, sauf que on garde une identité de classe en ayant ce système d'école favorisé-défavorisé là. Puis il y a un autre truc qui les distingue maintenant, plutôt que leur liste de sorts. Ce qui distingue les utilisateurs maintenant, c'est que le mage peut plus facilement avoir accès à plusieurs écoles de magie. Le chaman peut lancer de la magie en utilisant moins de points d'esprit. Et le prêtre peut améliorer les sorts avec ses dons divins. Donc c'est ça qui les distingue un peu plus, plutôt que leur liste de sorts. Donc voilà. On espère que ça va faire des personnages plus variés, plus intéressants, puis que vous allez pouvoir vivre votre fantasy avec l'utilisateur qui vous tente. Bon. Next. Parlons des améliorations et créations. Ça, dans le fond, les améliorations et créations, on parle des bâtiments, et on parle des potions, on parle des améliorations d'armes, etc. On va se le dire, c'était vraiment poche avant d'avoir à rester sur place puis faire assemblant de fabriquer une potion pendant 45 minutes ou de réparer des armures pendant 2h30 ou de rester dans le bois à faire semblant de créer un parchemin magique pendant 1 heure. Le GN, réalistiquement, on a des GN 24 heures et des GN 12 heures, mais en vérité, c'est pas vraiment 12 heures de jeu ou 24 heures de jeu. Notre temps est très limité. Ondeval, c'est un GN où est-ce qu'il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Puis on veut pas gaspiller quelconque de ces minutes-là à rester sur place puis rien faire essentiellement. Donc, la décision a été prise de réduire massivement le temps de construction puis le temps d'amélioration. Tout a été réduit à pas mal 5 minutes. Peu importe c'est quoi vous faites, ça prend 5 minutes. Puis même que dans certains cas c'est plus bas, les potions c'est juste 1 minute. Donc on veut plus que vous passiez la majorité de votre GN à votre village, assis, à faire semblant de construire des choses, puis à être hors jeu, puis à perdre votre temps, puis avoir l'impression de ne pas avoir participé au GN. On veut que vous alliez sortir, parler aux gens, faire des quests, faire des choses, faire des interactions, avoir du fun. Mais c'est ça. Par contre, le trade-off, l'échange dans cette équation-là, c'est que même malgré que ça prend beaucoup moins de temps à faire des améliorations et des créations, maintenant, vous devez être à un endroit spécifique. Donc, vous ne pouvez pas être dans le plein milieu du bois, puis soudainement réparer une armure avec un marteau dans le plein milieu du bois. Faut que vous soyez dans une forge. Donc, à Andal, le village principal, il y a toujours une forge, il y a toujours un atelier, il y a toujours une distillerie. Mais c'est aussi possible d'en avoir dans votre village si vous achetez le bâtiment. Donc, il faut être à ces endroits-là pour faire des améliorations, des créations. Donc, ce challenge-là, ce défi-là supplémentaire qui est ajouté en échange du temps de construction beaucoup plus rapide, qui va peut-être mettre un petit stress dans certaines situations. Mais honnêtement, vous seriez surpris à quel point c'est facile d'avoir des ententes des fois. Puis, autre affaire, c'est que auparavant, si quelqu'un voulait avoir une potion, si quelqu'un voulait avoir une amélioration, il fallait absolument qu'il aille à la cabane. Donc, il fallait qu'il sorte hors jeu, peu importe qu'il était où sur le terrain, qu'il marche jusqu'à la cabane, puis qu'il dise « Allô, voilà mes ressources, j'ai travaillé avec telle personne, il m'a fait pendant 45 minutes une amélioration, j'ai cette amélioration-là. Ok, parfait, merci, on te confirme que tu as de l'amélioration. » C'est super poche. On n'aime pas ça quand les gens sont hors jeu. En fait, idéalement, il y aurait le moins de hors jeu possible. Puis on n'aime pas ça vous forcer à aller à la cabane. C'est une zone pas le fun parce que c'est jamais clair pour les gens si vous êtes en jeu, hors jeu, puis vous n'êtes pas en train de jouer au jeu. Donc, maintenant, ça va être possible de faire des améliorations et des créations en restant sur le terrain. Donc, encore une fois, il faut que vous soyez une forge, atelier ou une distillerie. Il va y avoir une petite boîte où est-ce que vous allez pouvoir mettre un petit mot qui dit c'est quoi votre nom, c'est quoi l'amélioration que vous avez faite, à qui vous l'avez donné, il est quelle heure. Puis vous allez mettre ce petit papier-là dans la boîte, vous allez mettre les ressources dans la boîte, puis ensuite on vous fait confiance et vous allez pouvoir continuer le jeu avec votre amélioration ou votre potion. Donc vous la faites sur place. Pas besoin d'aller à la cabane. Puis nous autres, par la suite, on va aller voir ces petits papiers-là, on va compter les ressources, puis on va vous dire, c'est bon,
on a écrit sur votre fiche de personnage ou on l'a écrit dans un fichier quelque part pour s'en souvenir. Puis tout est beau. Fait que voilà. Autre truc intéressant, ben, les améliorations ont presque toutes changé. Les potions, les effets ont été simplifiés à grandeur. Allez les relire. Ils sont très 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 simples maintenant. C'est souvent une ligne de texte, des fois gros max 2. Même chose avec les améliorations d'armes. Ils ont été beaucoup simplifiés. Allez les revoir, il y en a des nouvelles. Puis même chose avec les parchemins de scribe. Les bâtiments aussi ont changé. Les effets ont été simplifiés comme j'ai déjà mentionné. Puis ils sont beaucoup plus concentrés sur le roleplay, moins sur juste être meilleur, être plus fort. Fait que vous irez voir ça. C'est super intéressant, je vous l'encourage beaucoup. Truc important à mentionner, c'est que maintenant les potions vont expirer à la fin de chaque GN. Donc, oui, les potions sont gratuites maintenant pour les laborantins à faire. Ils ne peuvent pas en faire infini par contre. Mais il faut les utiliser d'ici la fin du GN. La raison pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est pas pour vous fâcher, c'est parce que c'est arrivé souvent. En fait, ce qui arrivait très souvent, c'est que un groupe très influent, très riche, très puissant, achetait une cinquantaine de potions de toutes sortes. Puis ils se ramassaient avec toutes les potions de l'univers. Puis ça fait juste un problème où est-ce qu'ils sont super bien équipés. Puis personne ne peut les affronter parce qu'ils sont super bien équipés. Fait qu'ils restent en position de puissance. Fait qu'ils s'achètent plus de potions. Fait que les gens ont peur de les attaquer. Fait qu'ils restent en position de puissance. Puis c'est juste une boucle infinie où est-ce que les gens les plus forts restent les plus forts pour toujours. Fait qu'on veut pas vous permettre de stacker infini de potions, avoir comme 50 potions, puis aller dans un combat, puis tout le monde a 28 potions. Les potions que vous allez avoir, ils vont être fraîches de ce GN-ci. Donc, il va y avoir une certaine quantité maximale de potions par GN, parce que ils expirent toutes à la fin de GN. Ça ressemble à ça pour les améliorations. Ensuite, on va parler de la magie. Donc voilà, comme j'ai dit auparavant, il n'y a plus de points de mana, il n'y a plus de points de foi. Maintenant, tout le monde utilise des points d'esprit. Et tout le monde a des points d'esprit de base. Tout le monde en a 3. Les utilisateurs en gagnent un de plus à chaque niveau en plus. Puis c'est possible d'en obtenir plus avec des compétences. Donc maintenant, la magie est séparée par école. Chacune des 22 écoles a 5 sorts de base et 2 sorts de maître. Les sorts de base, c'est les sorts comme vous les connaissez. Puis les sorts de maître, c'est une nouvelle catégorie pour ce qui était auparavant les sorts niveau 5. C'est-à-dire, c'est les sorts les plus puissants. Ils sont très forts. Puis qui sont vous êtes limité. Que vous avez une quantité limitée. Donc, maintenant, pour avoir accès à une école de magie, il faut que vous achetiez la compétence magie. Si vous êtes un mage, ça va être magie arcanique. Si vous êtes un chaman, ça va être magie runique. Un prêtre ou un champion, ça va être magie divine ou serment divin. Puis ça va vous dire, choisissez une école. Donc vous choisissez une des 22 écoles, dépendant de sa liste de sorts, une qui vous intéresse. Puis dépendant de votre classe ou de votre dieu, l'école va vous coûter plus ou moins de points de compétence. Parce qu'il y a des écoles favorisées, des écoles défavorisées par certaines classes ou certains dieux. Voilà. Donc quand que vous achetez, vous obtenez une école de magie, vous obtenez immédiatement, gratuitement, 2 sorts au début du GN de cette école-là. Donc, je sais 2 sorts. Mettons, moi, je prends l'école de l'Enchantresse. Je voudrais commencer le GN avec le sort Silence et le sort Retour de sort. Donc, j'indique ça sur ma fiche de personnage. Sort gratuit, Silence, Retour de sort. Puis, au début du GN, avant même que le GN commence, pendant l'inscription, vous allez venir probablement me voir ou probablement venir Zachary. Vous allez voir un PNJ. Dites, j'aimerais avoir mes sorts gratuits. On va vous donner un parchemin magique avec toutes les instructions. Vous allez pouvoir les réécrire dans votre livre que vous gardez sur vous toute la journée. Puis vous allez tout de suite pouvoir commencer à utiliser ce sort-là direct à commencer le GN. Je vais un peu changer de sujet, puis je vais parler de l'archimage. Donc, pour ceux qui avaient connu le système de magie auparavant, comment ça fonctionnait, c'était que vous commenciez le GN avec aucun sort magique. Puis si vous vouliez apprendre des sorts magiques, il fallait absolument se rendre à un endroit spécifique du terrain pour rencontrer un PNJ spécifique qui venait juste à un moment spécifique pour apprendre des sorts. On n'aimait vraiment pas ce système-là. Ben, c'est pas qu'on aimait vraiment pas, il y avait beaucoup de problèmes avec ce système-là.
beaucoup plus que je peux prendre le temps d'énumérer. Je ne pourrais pas en parler de tous les problèmes que ça a occasionné. Il y en a trop. Grosso modo, on se débarrasse de ce système-là. Il n'y aura plus de archimage. Il n'y aura plus de PNJ qui est la seule personne qui peut vous apprendre des sorts. Maintenant, pour apprendre des sorts, il existe deux manières. Soit vous obtenez des sorts gratuits en obtenant l'école. Fait qu'en commençant votre GN, vous allez commencer avec des sorts que vous pouvez déjà utiliser. Ou vous allez voir un enseignant magique. Puis ça, c'est pas juste des PNJ, ça peut être des joueurs. Donc il y a une compétence qui s'appelle enseignant magique. Puis les joueurs qui ont cette compétence-là vont pouvoir valider votre compréhension d'un sort. Donc en jeu, il va y avoir des parchemins magiques. C'est-à-dire un parchemin avec les instructions pour apprendre un sort. Si vous avez la compétence lecture de parchemin, vous allez pouvoir réécrire toutes les informations du sort. Puis une fois que vous avez traduit toutes les informations, puis vous l'avez dans votre livre, vous allez voir un enseignant magique qui a ce sort-là, puis il peut vous le valider. Une fois qu'il a validé votre sort, vous pouvez l'utiliser. Donc plus besoin d'attendre après un PNJ et un archimage, quoique il va probablement encore y avoir des PNJ archimage que vous allez pouvoir aller voir, mais ce ne sera plus la seule manière d'apprendre de la magie. Ça pourra se passer juste entre les joueurs. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour tous ceux qui envisageaient jouer des classes qui utilisent la magie. Ça va être beaucoup plus facile d'apprendre la magie puis de l'utiliser. Fait que voilà. Ça, c'est ma parenthèse qui est terminée. On retourne sur le sujet de la magie puis des écoles. Donc voilà, il y a 22 écoles. Chacune des écoles a une thématique. Puis tous les sorts dans cette école-là fit avec cette thématique-là. Donc, je ne vais pas le spoiler toutes, mais je vous laisse les découvrir. Mais mettons une qui est plutôt évidente, c'est les amoureux. Ben, vous remarquerez que tous les sorts dans l'école des amoureux ont rapport avec l'amour. C'est des effets d'amitié, de courage, des fois d'antipathie, jalousie. Fait que voilà, vous comprenez le fonctionnement. Ensuite, les sorts de maître, comme je disais, c'est les sorts les plus puissants. Ces sorts-là, pour les apprendre, il faut premièrement connaître au moins 3 sorts de base ou plus de la même école. Et ensuite, vous allez pouvoir apprendre seulement un des 2 sorts de maître de cette école-là. Donc, pour chaque école, vous allez seulement pouvoir connaître un des 2 sorts de maître. C'est impossible de connaître les 2 sorts de maître de la même école. Par contre, vous pourriez avoir 22 sorts de maître, théoriquement. Puis ces sorts-là sont super forts. Par contre, quand vous les utilisez, il y a un temps de recharge de 1 heure. Donc, vous ne pouvez pas les faire à chaque minute. C'est à 1 fois par heure. C'est des sorts très forts. Voilà. Ensuite, par rapport aux sorts en tant que tels, la liste a été éviscérée. Elle a été coupée en 2, littéralement. Je me souviens plus exactement des chiffres, mais je pense qu'auparavant, il y avait environ 400 sorts. Maintenant, on a descendu à de quoi de beaucoup plus raisonnable. On est à 152 ou 154, je suis plus sûr. Beaucoup plus raisonnable, une liste beaucoup moins longue. Puis autre chose, il n'y a plus aucun sort qui fait la même chose qu'un autre sort. Donc il n'y a plus de doublons. Si un sort fait un effet, il y a juste ce sort-là qui fait cet effet-là. Fait que ça, c'est un changement qu'on a fait. Une autre affaire, c'est que les composantes des sorts ont été standardisées. Donc, c'est-à-dire le nombre de cibles, les distances pour toucher, les rayons, les durées, tout ça, ça a été standardisé. Comme ça, il y a des constantes qui reviennent tout le temps. Donc, si vous voyez un sort qui fait un effet alentour du lanceur, ça va toujours être un rayon de 3 mètres. Ça ne sera jamais un rayon de 2 mètres, rayon de 1 mètre, rayon de 4 mètres. C'est toujours 3. Donc, si vous savez que ce sort-là, c'est un sort de zone, ben vous savez que c'est un rayon de 3 mètres parce que c'est toujours ça. Puis, par exemple, un cône, c'est toujours un cône de 90 degrés à 3 mètres. C'est jamais 180 degrés, c'est jamais 70 degrés, c'est jamais 2 mètres. C'est toujours 90 degrés, 3 mètres. Si un sort a une durée qui n'est pas instantanée, ça va toujours être soit 1 minute, 15 minutes, 1 heure ou toute la journée. Ça sera jamais 2 heures, 3 minutes, 4 minutes. Vous comprenez le principe. Je pense que je passe beaucoup trop de temps à l'expliquer, mais vous avez compris l'idée. Ça va rendre les effets des sorts beaucoup plus faciles à anticiper puis à se souvenir. Donc si vous êtes plus sûr, c'était-tu 2 ou 3 minutes, c'est toujours 1 minute. Toujours.
Puis si ça devrait aider les gens aussi à comprendre c'est quoi l'effet de votre sort. Fait que voilà. Dernier truc que je parlais à propos de la magie, c'est que maintenant il y a certains sorts qui ne peuvent pas être faits en combat. Le but de ça, il n'y en a pas tant que ça, les sorts qui peuvent pas être utilisés en combat, mais certains, quand même une dizaine, vingtaine, je pense. Le but de ça, c'est que ces sorts-là ne fonctionnent pas bien en combat. C'est-à-dire que c'est des sorts que quand on les lance, faut comme faire un arrêt du jeu, puis dire, puis expliquer quelque chose pendant comme 15-20 secondes à une cible. Ça marche pas en combat. Ça brise le flow du combat. C'est super déplaisant. Puis on veut pas ça. Fait que les effets, les sorts qui sont utilisables en combat, généralement vont avoir un effet. Et seulement un effet. Jamais deux. Jamais trois. Toujours un effet rapide à expliquer. Si l'effet est trop long à expliquer ou nécessite trop d'attention de la part de la cible, ça va être un sort qui est utilisable hors combat seulement. Voilà. C'est ça pour la magie. Soit dit en passant, les merveilleuses cartes de tarot, les écoles sont évidemment inspirées du tarot, mais ils ont été un peu modifiées à la sauce Ondeval. C'est Sophie Gaudreau qui les a dessinées. Elles sont merveilleuses. Vous pouvez lui dire félicitations. Elle le mérite. Next, parlons de l'omnichant. La magie un peu différente. Ça, c'est la magie des bardes. Un peu différente du reste de la magie. Plutôt qu'utiliser des points d'esprit, l'omnichant nécessite de faire une performance musicale. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est les effets des sorts ont été modifiés pour fitter avec ce que je viens de vous parler. La standardisation, le nombre de cibles, les portées, les durées, tout ça. Donc les effets ont été modifiés, fait qu'allez relire vos sorts d'omnichant, ils ont pas mal tout changé. Une autre affaire qui a été modifiée, c'est le système de points d'omnichant. Auparavant, on pouvait avoir comme 100 points d'omnichant, puis certains trucs coûtaient 3, d'autres coûtaient 17, d'autres coûtaient 6. C'était un peu difficile à gérer. Ça donnait des fois des résultats pas le fun. Fait que ça a été super simplifié encore une fois. Maintenant, le fonctionnement, c'est à chaque fois que vous achetez la compétence magie de l'omnichant, vous avez 3 points d'omnichant. Acheter un sort, c'est 1 point. Améliorer un sort, c'est un autre point. Puis avoir l'amélioration prodigieuse, c'est 2 points. Donc, c'est ça. Fait que c'est beaucoup plus facile à compter. Puis, les performances prodigieuses ont été revues pour fitter un peu plus avec le concept de sort de maître. Donc, c'est des effets super forts, mais qui peuvent seulement être utilisés une fois par heure. Donc, quand vous améliorez un sort maintenant, vous allez pouvoir utiliser la version améliorée ou la version prodigieuse. Fait qu'à mettons, si j'achète soin et protection, soigne 3 points de vie, je chante ma chanson, je soigne 3 points de vie. That's it. Ok, prochain GN, j'utilise un point d'omnichant, je décide, je vais prendre l'amélioration bonté. Je paye un autre point d'omnichant. Maintenant, quand je lance le sort soin et protection, je peux soit faire l'effet de base, ou je peux faire la version bonté. C'est moi qui choisis. Donc à chaque fois, je peux décider de faire une différente. Puis la raison pourquoi est-ce que c'est comme ça, c'est que, comme que j'ai parlé plusieurs fois auparavant, quand vous lancez un sort, il faut attendre 1 minute avant de refaire le même sort. Donc, si je fais soin protection de base, je peux pas le refaire pendant 1 minute. Par contre, je peux faire soin protection bonté. Fait que là, je pourrais faire 2 fois des sorts similaires mais qui sont différents. Puis c'est la même chose pour performance prodigieuse. Puis maintenant, vous pouvez acheter toutes les améliorations. Fait que maintenant, je pourrais décider d'utiliser 1 point pour acheter soin protection, 1 point pour avoir astral, 2 points, un 3e point pour acheter bonté, un 4e point pour acheter KO, puis 2 autres points pour acheter la performance prodigieuse. Fait que j'ai utilisé 6 points d'omnichant. J'ai toutes les améliorations. Je peux faire n'importe quelle des versions du sort. Je peux faire le sort de base, la version astrale, la version bonté, la version KO ou la version prodigieuse. Mais je peux pas les combiner. Quand vous utilisez une version améliorée, c'est une amélioration à la fois, jamais 2. Fait que voilà. Puis, autre petit point, c'est que pour acheter la performance prodigieuse, il faut au moins avoir une des 3 améliorations de base. Voilà. Ça fait pas mal le tour pour les sorts d'omnichant.
Voilà. Ensuite, les dieux. Euh, un morceau très important du GN Mondeval, les dieux. On en parle souvent. Il y a eu quelques changements. Maintenant, les dons divins euh, ont été revus, premièrement. Au lieu d'être des bonus qu'on obtient en ayant plus de points de foi, qui n'existent plus, ça a été modifié pour être simplement un choix. Donc, vous achetez la compétence dévotion divine, euh, vous choisissez un des 5 dons divins de votre dieu. Voilà. Fait que plutôt qu'être une progression linéaire où est-ce qu'on commence toujours du premier don le plus faible vers le dernier don le plus fort, les 5 dons sont de même force environ. Puis c'est vous qui choisissez lequel vous voulez. Fait qu'il va y avoir un petit peu plus de variété dans votre personnage, encore une fois, parce que deux prêtres d'Artacan vont peut-être pas utiliser les mêmes dons divins. Maintenant, c'est possible pour tout le monde d'avoir accès aux dons divins. Cependant, faut quand même respecter les alignements et les classes qui ne sont pas le prêtre ou le champion ne peuvent pas avoir plus qu'un don de la foi. Donc, si vous voulez avoir tous les dons divins ou plus qu'un don de la foi, il va falloir être un champion ou un prêtre. Mais c'est quand même possible d'avoir accès à ces dons divins-là si vous n'êtes pas un prêtre ou un champion. La raison pourquoi est-ce qu'on a fait ça, c'est que ça s'est arrivé par le passé, quand même souvent même, en fait, qu'un personnage qui n'était pas un prêtre ou un paladin dans le temps se démarquait vraiment par sa foi et faisait des actions en jeu qui étaient super bénéfiques pour sa religion. Et il gagnait l'étoile de la foi. Puis cette personne-là, honnêtement, méritait d'avoir accès à un cadeau de son Dieu. Les dons de la foi, c'est un peu comme une récompense que votre Dieu vous offre en échange pour votre dévotion. Donc maintenant, c'est possible pour toutes les classes d'avoir accès à un don divin avec la compétence dévotion divine qui coûte quand même 4 points de compétence, donc c'est cher. C'est pas nécessairement efficace, mais si vous avez un roleplay religieux, ben ça peut fitter avec votre personnage. Puis maintenant, l'étoile de la foi donne un don de la foi, peu importe votre classe. Voilà. C'est ça pour les dons divins. Ensuite, un petit rappel, c'était déjà le cas, mais je le rappelle quand même. Les dons de la foi, il y en a certains qui vous permettent de faire des sorts magiques gratuits. Quand vous faites un sort magique gratuit à cause d'un don divin, faut que vous improvisiez une incantation. Puis cette incantation-là doit au moins avoir 3 mots et 6 syllabes. Donc, soyez créatifs. Vous êtes obligé de faire des incantations différentes pour des dons divins différents. Donc, laissez aller votre imagination. Ensuite, parlons de la relique. Donc, auparavant... Ah oui, juste avant ça, un autre truc que je voulais parler à propos des dons de la foi. Pourquoi est-ce qu'on a changé ça à 5 choix plutôt qu'une progression linéaire? Plusieurs raisons. Une raison que j'ai pas encore mentionnée, c'est que c'était honnêtement injuste, ce fonctionnement-là, parce que les prêtres et les champions étaient sincèrement vraiment trop forts. Comparé à toutes les autres classes de la même catégorie, le champion était vastement supérieur à tous les autres combattants et le prêtre était vastement supérieur aux deux autres utilisateurs, juste parce que, en plus d'obtenir des points, des ressources pour utiliser leur sort, ils gagnaient des bonus gratuits en plus, qui étaient totalement pas mérités, puis qui étaient vraiment vraiment forts. Souvent, parmi les effets les plus forts du jeu. Fait que voilà. C'était un souci d'équilibrage des classes, puis c'était aussi pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. Parlant de tout le monde qui a accès au don divin, parlons de la relique. La relique, c'est un objet qui est sur le terrain qui ne peut pas être déplacé, qui représente une relique divine, où est-ce que les prêtres peuvent faire un rituel puis obtenir un cadeau de leur dieu. Le fonctionnement maintenant, c'est que plutôt qu'avoir un effet spécifique à votre dieu pour la relique, ce que la relique va permettre de faire, c'est de choisir un des 5 dons divins, puis de le donner à tout le monde qui prie votre dieu. Ceci dit, par contre, pour obtenir le bonus, il faut que chaque personne qui obtient le bonus contribue 3 points d'esprit.
Donc, comme on a mentionné plus tôt, tout le monde a 3 points d'esprit de base. Donc, tout le monde peut participer. C'est un peu à ça que ça sert. Euh, Puis, c'est ça. Ensuite, certaines sphères des dieux ont été mises à jour parce qu'il y en avait qui étaient redondantes ou qui n'étaient pas inspirantes ou qui ne fitaient pas putain avec ce qu'on voulait faire avec ce dieu-là. Donc, vous irez voir ça. Certains alignements ont été mis à jour aussi pour fitter plus avec le dieu. Mais encore une fois, si vous faites un personnage qui correspond pas parfaitement aux alignements autorisés de votre dieu, par exemple, je donne un exemple pas rapport. Je veux faire un prêtre d'Artacan, ou même pas un prêtre, un guerrier d'Artacan, qui va avoir un don divin d'Artacan, mais il est chaotique neutre. Il est pas chaotique mauvais. C'est possible, c'est pas encouragé. Le plus possible, essayer de rester dans les alignements autorisés. Mais c'est possible avec une entente avec l'équipe d'animation, avec un background, puis des actions en jeu justifiées, que on fasse des exceptions. Tout est toujours possible, on est parlable, parlez-nous. Voilà. Ensuite, on a rajouté des recommandations de costumes pour tous les dieux. C'est pas obligatoire, mais on vous le propose pour que ce soit cool, pour que ce soit facilement reconnaissable, ça look. Un groupe de tout le monde qui est habillé similaire, c'est vraiment cool. On va se le dire, c'est un des trucs les plus hot des grandeurs nature. Fait que voilà, on vous a fait des recommandations pour chacune des divinités. On a fait la même chose aussi pour les provenances, mais ça je vais en parler un peu plus tard. Ensuite, on a changé tous les textes d'introduction des dieux. Plutôt qu'être un texte sur le sujet du dieu qui était souvent plus ou moins utile, intéressant, mais pas toujours utile, c'est maintenant un texte d'introduction au culte de cette divinité-là. Donc, il y a plusieurs cultes différents. Dans le fond, c'est une source d'inspiration pour vous. C'est pour vous donner des idées sur comment est-ce que ces cultes-là peuvent fonctionner, c'est quoi le genre de truc qu'ils cherchent, c'est quoi le genre de truc qu'ils aiment pas. C'est juste pour vous donner des idées puis vous aider à faire votre personnage puis comprendre un peu comment est-ce qu'on veut que vous le jouez. C'est ça. Et finalement, les écoles de magie, si vous êtes un prêtre ou un champion, vos écoles favorisées, régulières et défavorisées sont listées ici dans le document des dieux. Fait que c'est ici que vous allez voir pour savoir c'est quoi, combien ça vous coûte pour chacune des écoles. Donc voilà, on fait pas mal le tour des dieux. On va maintenant parler des provenances, on a presque fini. Les provenances, le document a été mis à jour, comme tous les autres documents. Maintenant, il y a moins de nations, il y en a seulement 9. Auparavant, on est passé de comme 15, je crois, à 11, à 9. On trouve que 9, c'est un chiffre gérable, raisonnable. On vous demande de vous intéresser un petit peu au moins un petit peu à chacune des nations. On a un petit résumé maintenant pour vous aider. Puis de choisir une provenance pour votre personnage. Ça va vous aider à jouer, à vous intégrer à l'univers, puis à jouer votre personnage, puis à voir des liens entre ce qui se passe dans le jeu. Fait que ça, c'est intéressant. Par exemple, un fait intéressant, l'endroit où ce qui se passe sur le GN, c'est-à-dire les basses terres, n'est plus une nation. Si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé l'année passée, mais maintenant, les basses terres ont été annexées par Mysteria. C'est maintenant une sous-nation de Mysteria. Fait que c'est quand même intéressant de s'y intéresser pour tout ça. Il y a maintenant une nouvelle nation, Idenlock, qui a été récemment découverte. Vous pouvez faire un personnage qui vient d'Idenlock. Vous pouvez aller voir allez là la description de la nation, puis vous pouvez faire un personnage qui vient de là. C'est une nation sous-marine, où est-ce qu'il y a majoritairement des damnés. Et il y a une nouvelle sous-nation pour Astaroth. Encore une fois, pour ceux qui ont suivi l'année passée, Astaroth est un petit peu en guerre civile. Donc, la nation, c'est comme séparée en deux. C'est maintenant Astaroth et la République de Méros. Donc, encore une fois, vous pouvez jouer un personnage qui vient de là, si vous le voulez. Et, comme j'ai dit tantôt, on a ajouté des recommandations de costumes et de couleurs qui sont totalement optionnelles pour les provenances. Donc, si ça vous tente de fitter avec l'endroit où vous venez, vous pouvez vous inspirer de ça. Puis, on a ajouté toutes sortes d'informations pour chacune des nations. Donc, on vous encourage à aller lire ça. Ça peut vous être utile pour des quêtes ou pas. Puis, ça peut vous être utile pour faire du roleplay puis comprendre un peu ce qui se passe. Finalement, dernière chose, la fiche de personnage a été changée
Ce qui était tannant de l'ancienne fiche de personnage, c'est qu'il fallait la refaire à chaque année. Elle était toujours un tout petit peu différente, puis il fallait réimprimer 400 fiches de papier, puis on aimerait ça réduire la quantité de papier qu'on utilise. Donc, ce format de fiche-là se veut un peu plus intemporel. Il va probablement pas l'être, mais on veut que ce soit à l'épreuve du temps. Donc maintenant, vous écrivez le nom de la compétence vous-même. Vous écrivez combien de fois vous achetez cette compétence-là et vous écrivez vous-même combien ça vous a coûté. Puis si vous avez des choix à faire, par exemple, si c'était magie divine, je pourrais écrire ici que j'ai pris l'école du jugement. Comme ça nous aide, nous, quand on valide vos fiches, l'équipe d'animation, à l'inscription, ça nous aide beaucoup si vous faites des petites notes comme ça pour comprendre c'est quoi vous avez choisi, votre personnage marche comment, qu'est-ce qu'il vous faut, etc. Puis c'est ça. Fait qu'on on vous demande d'utiliser cette nouvelle fiche de personnage-là, puis de nous aider à la remplir. Petite note que je vais ajouter, s'il vous plaît, quand vous faites votre fiche de personnage, vous allez avoir une race qui vous donne des compétences gratuites. Vous allez avoir une classe qui vous donne des compétences gratuites. S'il vous plaît, écrivez pourquoi c'est gratuit, votre compétence. Par exemple, si je suis un demi-animal et que j'ai vigilance, j'écris que je l'ai une fois, ça coûte 0. S'il vous plaît, écrire que c'est un bonus qui vient de votre race. Bonus racial. Ou genre bonus de demi-animal. Ça nous aide beaucoup à faire le compte puis comprendre. Voilà. Ça, c'est une petite note de ma part. C'est pas tant super important. Fait que voilà. C'est tous les changements. Merci de rester jusqu'à la fin si vous êtes resté jusqu'à la fin. J'espère que c'était relativement clair. J'espère que vous avez hâte. J'espère que vous aimez les changements qu'on amène. On est très confiant que ça va être une nette amélioration sur ce qu'on avait par le passé. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter. Souvent, ça va être moi-même, Christian Auger ou Zachary Beaupré qui va répondre. Mais il faut poser la question à n'importe qui à l'organisation. Puis, ça ressemble à ça. Ben merci. Puis, on se revoit au GN. Bye bye.